Tes amis ont perdu le combat. Salut à toutes et à tous, c'est Kronk, et aujourd'hui on va parler de Stranger Things, série Netflix qui fait sans doute actuellement le plus parler d'elle, avec la fin d'une première partie de saison 4 franchement épique et toujours plus ambitieuse, tant au niveau des effets spéciaux que de sa mise en scène d'ailleurs. Je me suis dit qu'il serait bon de s'intéresser un peu à la genèse du projet et de voir comment la série avait été pensée. Alors ne vous méprenez surtout pas, hein. Même si elle met en avant un groupe de jeunes adolescents, gentils et innocents, la série est parfois bien vénère, elle emprunte en effet pas mal au code du cinéma d'horreur des années 80, surtout cette saison 4. Vous pourriez bien avoir quelques réminiscences de Freddy, Hellraiser et j'en passe. Bref, le show s'autorise pas mal de petites choses très cool, mais ne s'adresse toutefois pas à tout le monde. Alors enfourchez vos vélos et enfilez vite votre meilleure casquette parce qu'aujourd'hui on part à la chasse aux Démogorgones. Donc Stranger Things c'est quoi? Et puis c'est quoi d'ailleurs un Démogorgone? Chaque chose en son temps. La série est à la base pensée par Matt et Ross Duffer, deux américains scénaristes, producteurs et réalisateurs de séries télé. On les surnomme d'ailleurs souvent Duffer Brothers. S'il y a bien quelque chose qu'on ne peut pas reprocher aux Duffer Brothers justement, c'est leur envie de créer des films, et ça depuis très jeune. En effet, on pouvait déjà les apercevoir à l'époque de l'école primaire, caméra à la main et développant déjà une passion débordante pour le cinéma. Petite anecdote, leur tout premier projet fut une adaptation du film tiré du jeu de cartes à collectionner Magic. Surprenant. En 2005, désormais étudiant dans une école de cinéma, quelle surprise, ils participent à un festival dont ils remportent le premier prix grâce à leur court-métrage We Fall Down. Victory Screech! C'est en 2007 qu'ils partiront alors de leur école, diplômés et des idées plein la tête. Les deux frères inséparables enchaînent suite à ça quelques autres courts-métrages, dont Eater, que j'ai plutôt bien aimé d'ailleurs. Sorti en 2007 et d'une durée d'une vingtaine de minutes seulement, il nous raconte l'histoire d'un policier débutant, forcé de travailler de nuit, tout ça alors qu'un tueur en série cannibale sème la pagaille en ville. Vous voyez l'ambiance? Déjà à cette époque on sent l'inspiration des réalisateurs, lorgnant du côté des films d'horreur et des thrillers des années 80-90. Ici on pourrait même penser au Silence des agneaux, chef-d'œuvre absolu de Ted Telley et Jonathan Demme, avec un Anthony Hopkins flippant à souhait. Jodie Foster doit encore en faire des cauchemars, c'est moi qui vous le dis. C'est donc par la suite qu'ils écrivent un script pour un film d'horreur post-apocalyptique. Intitulé Eden, le projet tombe finalement entre les mains de la Warner. La production du film commence en 2012 pour une sortie en 2015, ça fait long quand même. Là encore, l'ambiance de leur court-métrage est glauque à souhait. Une famille fuit une pandémie dévastatrice en se réfugiant dans un abri anti-bombe. Quelle ambiance! Il est très sympa à regarder celui-là, même si c'est pas un chef-d'œuvre. On y passe un bon moment et il y a un twist final vraiment très cool. Non, franchement, je vous le conseille. Ils écriront aussi 4 épisodes d'une série de science-fiction pour la Fox, Wayward Pines. C'est Night Shyamalan, réalisateur et scénariste de Sixième Sens, d'Incassable et j'en passe, qui aurait été conquis par le script de leur précédent long métrage Eden. La classe quand même. Ils auraient demandé à cette époque le droit d'adapter le classique It de Stephen King, mais la Warner aurait simplement refusé, les deux réalisateurs étant certes débrouillards mais pas encore assez influents dans le monde du cinéma. J'aurais bien voulu voir à quoi aurait pu ressembler un It par les frères Duffer, mais je pense qu'il aurait été finalement assez proche de ce qu'on a pu avoir avec la dernière adaptation cinéma, soit un peu de Goonies d'un côté et pas mal d'horreur de l'autre. Mais c'est alors que leur carrière va prendre un réel tournant lorsqu'ils décident de s'attaquer à l'écriture d'une mini-série. À cette époque, ils se rendent compte que la frontière entre le monde du cinéma et celui du petit écran se fait de plus en plus fine. Parmi leurs inspirations, on peut noter la première adaptation du It de Stephen King, mêlant le monde innocent et candide de l'enfance à une intrigue sombre et violente teintée de fantastique. Ils auraient également beaucoup apprécié l'ambiance et le scénario de la série True Detective. Mais l'une des principales inspirations de leur futur bébé reste étonnamment le Prisoners de Denis Villeneuve, un long métrage avec notre Wolverine fétiche qui fait sans doute partie de mes films préférés, avec du kidnapping d'enfants, un père fou de rage pendant 2h30 et une ambiance absolument terrifiante. Vraiment foncez le voir celui-là, il est juste épuisant, j'ai pas d'autres mots. Les Duffer Brothers voulaient ajouter à ce cocktail explosif d'inspiration en tout genre, je cite, des sensibilités plus enfantines, plus proches des peurs des enfants en fait. Un croque-mitaine, un monstre dévoreur de gens, des trucs qui finalement, une fois transposés à l'écran, feront même flipper les adultes. Leur futur projet est au départ intitulé Montauk, et fait référence à de très célèbres théories du complot. C'est dans les années 70 et dans l'état de New York qu'une série d'expériences aurait été menée dans le secret le plus total. Au sein d'une ancienne base militaire abandonnée après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les enfants auraient été soumis à des expériences. Certaines visant à augmenter leur capacité psychique, communiquer avec des extraterrestres, prendre le contrôle de quelqu'un à distance, se téléporter. Ces expériences auraient été faites à l'aide d'impulsions électromagnétiques et ce sur des enfants orphelins ou sans domicile fixe. Il y eut également, en juillet 2008, une créature retrouvée morte aux alentours de New York et surnommée le monstre de Montauk. On n'a jamais pu déterminer ce que c'était réellement. Était-ce le fruit d'une expérience scientifique, sachant qu'un centre de test sur les animaux se trouvait à proximité, ou tout bonnement un canular? On ne pourra finalement jamais examiner le corps ou procéder à une autopsie et on se contentera seulement de quelques photos, rien de plus.
Également, en octobre 1943 et à Philadelphie cette fois, des expériences auraient été menées pour rendre invisible aux radars ennemis un navire américain. Sauf que, manque de peau, le dit navire aurait réellement disparu, et ce carrément dans une dimension parallèle. Cela aurait rendu fou une partie de son équipage et d'autres auraient carrément disparu. Bon, tout ça paraît un peu tiré par les cheveux dit comme ça, et pourtant il y a eu pas mal d'enquêtes très sérieuses et de témoignages autour de ces sujets. Je n'en sais malheureusement pas beaucoup plus, mais plein d'articles en parlent sur le net, et ça fait réellement froid dans le dos. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que la trame de Stranger Things y fera véritablement écho, les expériences menées sur Eleven dans sa petite enfance rappelant très fortement ses légendes urbaines. Les Duffer Brothers s'attellent alors à l'écriture d'un ouvrage d'une vingtaine de pages, dans l'objectif qu'il soit très proche d'un récit de Stephen King. Ils réalisent à côté de ça une sorte de bande-annonce. Elle sera composée d'une trentaine de morceaux de films qui leur servent d'influence pour créer de nouvelles séries. Au départ, personne ne veut de leur projet, et ça sous plusieurs prétextes plus ou moins valables. Certains veulent une série policière, simplement centrée sur le personnage d'Hopper. D'autres ne comprennent tout simplement pas que les enfants soient au cœur de l'intrigue, alors que la série n'a pas pour but d'être destinée à un jeune public. Les frères Duffer sont de plus en plus conscients des difficultés qu'ils vont avoir à surmonter afin de donner vie à leur projet, mais ils ne lâchent rien. En effet, ils estiment que céder à la modification du script à la demande d'un producteur pourrait gâcher l'essence même de leur œuvre, et que l'histoire n'aurait tout simplement plus de sens. Mais c'est en 2014 qu'un certain Shawn Levy, connu notamment pour être le réalisateur de La Nuit au musée ou du plus récent Free Guy, perçoit immédiatement le potentiel de leur projet. Il fera alors tout ce qui est en son pouvoir pour les aider. Et ça marche! Ils présentent leur projet à Netflix et bam! En 24 heures, Netflix leur achète une saison complète, toujours sous le nom de projet Montauk, à ce moment-là d'ailleurs. La bonne affaire quand même, quand on sait à quel point Netflix est affilié à la série aujourd'hui. Le 15 juillet 2016, le monde entier découvre la série, et ce qu'on peut dire c'est que c'est un immense succès. Ce qui est rigolo, c'est qu'ils annoncent uniquement à la fin du mois d'août qu'une nouvelle saison est en marche, alors que Netflix et les frères Duffer savaient pertinemment qu'elle était déjà prévue. Ils l'avaient même déjà signé. Encore mieux, les deux scénaristes avaient écrit la première saison en prenant bel et bien compte des événements de celle d'après. De vrais petits cachotiers décidément. Alors attention, micro-spoiler des premières minutes du premier épisode de la saison 1. Ça devrait aller. L'histoire se situe dans la charmante petite ville d'Hawkins et prend place un soir de novembre 1983. Will Byers, jeune homme de 12 ans seulement, disparaît mystérieusement sans laisser aucune trace. Enfin, le seul et unique indice que nos protagonistes ont à se mettre sous la dent pour mener l'enquête, c'est son vélo. Joyce, sa mère et Jonathan, son frère, feront à présent tout pour essayer de le retrouver. Évidemment, les amis de Will, dont Mike, son meilleur ami de toujours, sont extrêmement investis pour les aider. Tout ce beau monde n'aura cependant pas le temps de souffler, de plus en plus d'événements surnaturels intervenant au fur et à mesure de leurs aventures. Ajoutons à cela qu'une petite fille chauve mystérieuse fait son apparition, arrivant de nulle part. Prétendant s'appeler Eleven, elle semble s'être échappée d'un laboratoire scientifique. Elle y était semble-t-il prisonnière, et on lui faisait subir des expériences souvent douloureuses contre son gré. Il semble que la jeune fille soit dotée de facultés extraordinaires, mais ça n'a pas l'air de freiner Will qui tombe instantanément sous le charme. Bon bref, on va s'arrêter là pour ceux qui n'ont pas vu la série, mais de toute manière, les autres savent de quoi je parle et où va aller le scénario. Au final, après tous les efforts des Duffer Brothers, Stranger Things, c'est quand même vachement bien. Alors oui, je trouve que les saisons sont quand même un peu inégales parfois. J'ai par exemple bien moins apprécié la saison 3, même s'il faut lui reconnaître de grandes qualités. J'ai trouvé que, contrairement aux saisons précédentes et ce à quoi nous avait habitué la série, il y avait des pertes de rythme et on était un peu trop dans la blague, et ça manquait globalement de tension. Mais ça, c'est rien de bien méchant quand on se prend la qualité de cette saison 4, disons-le littéralement en pleine gueule. J'ai trouvé qu'elle renouait totalement avec l'esprit de la série, à savoir le glauque pur et l'ambiance angoissante des films horrifiques, propres à celle des années 80-90. Encore mieux, alors que je trouvais les saisons précédentes légèrement trop construites à base de références et de choses tirées d'autres œuvres, je trouve ici que le volume 4 prend enfin tout son envol et il dévoile son plein potentiel. On y sent une vraie patte, une identité et surtout l'envie profonde de raconter une belle histoire, riche avec des personnages attachants et pour qui on a de l'empathie. Je pense bien sûr très fort au personnage de Max dans cette saison, sa manière d'être, de parler, les choses qu'elle a vécues, comment ne pas s'y attacher? Vecna, le méchant de cette saison 4, m'a immédiatement fait penser à un de mes antagonistes préférés du cinéma d'horreur, Freddy Krueger. Et oui, tout comme Freddy, Vecna s'infiltre dans les pensées de ses victimes, souvent des enfants très jeunes. La séquence du premier meurtre de ce volume 4 m'a énormément rappelé le premier meurtre de Freddy, tant par sa colorimétrie que son contexte et même sa victime. Les références évidentes à Hellraiser aussi, mais là je peux pas trop en parler sans spoiler quoi que ce soit sur ce volume 4, même si je peux dire que ça concerne le grand méchant principal, c'est tout. Comme je le disais dans ma vidéo sur Doctor Strange, je suis un immense fan de Sam Raimi, et là aussi quelques plans et autres idées de mise en scène m'ont bien fait plaisir. On pourrait encore énumérer bon nombre de clins d'œil et easter eggs, mais la série en est truffée, donc bon. Vous l'aurez compris, j'ai été conquis par cette première partie de Stranger Things 4. J'attends donc impatiemment la sortie de la deuxième, fixée au 1er juillet prochain. Voilà, j'espère que cette longue vidéo vous aura plu. En attendant, n'oubliez pas de laisser un petit like et de vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide beaucoup la chaîne à avancer. Tous les jours, je vois de nouvelles personnes me rejoindre ici et je dois bien avouer que c'est super encourageant pour la suite. Un immense merci à mes deux premiers tipeurs, Picklesan et Warlock, qui ont décidé de soutenir mon travail. Ça fait super chaud au cœur et ça fait un moment qu'ils me soutiennent ces deux-là. Alors on les applaudit bien fort. Merci encore à tous pour vos retours chaleureux et de vous intéresser à mon contenu, ça m'aide vraiment à avancer. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et on en a très certainement pas fini avec Stranger Things. Salut!